Hello Youssef, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode autour du middleware. Donc, on va un petit peu parler du middleware. Et pour être honnête, même moi, j'ai un peu de lack of comprehension autour de ça. Donc, c'est cool d'avoir un expert ici. Et du coup, Youssef, notre expert middleware, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui t'es, pourquoi tu es là et nous raconter un petit peu ta vie? Alors, pour mon CV, alors bonjour à tous. Ouais, moi, depuis que je suis diplômé, je n'ai fait que taffer sur le middleware, donc maintenant ça fait 3 ans. Je suis parti de mission en mission là-dessus. Euh, Au début, ça a commencé juste parce que j'avais une alternance qui était bien payée et je me suis dit, ah, bah c'est génial, hein, c'est parti, faisons ça. Ouais, Et puis, petit à petit, j'ai vu une opportunité. Donc, chacun travaille un peu pour ce qu'il souhaite. Moi, j'ai vu une opportunité pour me rendre un peu irremplaçable, parce que même si je pense que tout le monde est plus ou moins remplaçable selon les boîtes et selon les situations, ouais. mais si on rentre un peu dans les vieilles technologies et les choses comme ça, il y a vachement moins de personnes qui désirent y toucher. Et vous verrez que petit à petit, en expliquant c'est quoi le middleware et les différentes niches qui sont dedans, les différents branchements qui sont dedans, vous comprendrez un peu ce que je souhaite transmettre comme information. Voilà. Non, non, mais c'est quand même cool. C'est vrai que par rapport à ton parcours, ça peut être intéressant aussi un jour de discuter autour des opportunités, en fin de compte, comment on choisit un petit peu ses spécialités, comment ça se construit, vers où on se dirige et pourquoi. Et effectivement, ton cas a été, je pense, le cas de beaucoup de personnes et c'est full compréhensible. Hmm. Écoute, parlons un peu de middleware. Du coup, moi, la première question que j'ai envie de te poser, forcément, hein, c'est quoi? C'est quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi? Bah, en fait, la question de définir le middleware est assez complexe de donner vraiment une définition précise, parce que Ouais, tout et n'importe quoi peut être du middleware, franchement. Et, ok. Ça et fait en fait, voilà. donc je vais essayer de faire une explication, on va dire, par étapes. La première étant décomposer le mot, donc middle et where. Ah, je suis extrêmement original, aucun souci là-dessus. Donc middleware, donc middle et where, middle pour être au milieu et where pour software. Donc en gros tout ce qui est au milieu et qui est un software, tout simplement. Donc en gros ça va faire la connexion entre deux éléments tout le temps. Mm. Après ça peut être un regroupement ou pas un regroupement, donc de A à N, de N à 1 et de N à N. Voilà, comme ça c'est fait. Donc, au-delà de ça, la définition classique, ça serait de dire que ça fait un branchement entre une couche applicative et des bases de données ou un système d'exploitation qui est euh, un peu la dernière couche de votre système. Et c'est un peu là, en fait, je pense, la définition la plus générique que je pourrais donner, ça serait de Ouais, dire, vous prenez votre système, vous le coupez en plein de morceaux, enfin, plein de layers, de tout en haut à tout en bas. Bah, forcément, votre première couche, ça sera soit une couche applicative, soit un front quel qu'il soit. C'est la couche la plus basse, ça sera très forcément des bases de données et des choses comme ça. ouais, Et tout ce qui est au milieu, bah, fun fact, c'est du middleware. Voilà. ok. C'est Après, le ou le fromage du sandwich, quoi. ouais, c'est ça. En gros, tu as tes deux tranches de pain et puis tout ce qui est à l'intérieur, il est au milieu, hein, par défaut. Donc voilà. Bon, bien sûr, après, on peut parler du fait qu'il y a des applications et on va me dire, bah, une application, c'est pas forcément du middleware. Moi, je suis développeur, je développe des applications, je travaille pas dans le middleware. Bon, bah, oui et non. Si ton application, elle fait aussi le lien entre différents éléments pour ton client, etc., etc., bah, peut-être pour toi, tu es en train de développer une application, pour ton client, et il est en train de solliciter ce qu'on appelle un third party pour développer une solution de communication ou Ouais. d'embranchement. Donc forcément, bienvenue au club, tu fais du middleware. Ouais, j'ai l'impression que c'est une définition un peu fourre-tout quand même, hein. C'est vraiment tout ce qu'il y a entre deux softs. Donc c'est vague. C'est ultra vague. Est-ce qu'il n'y a pas en fait C'est d'autres moyens de le définir à différentes couches, à différents niveaux, j'imagine, non? Si, si, effectivement, si on voit du côté d'un développeur ce que c'est un middleware, il va avoir sa tendance à être un peu peut-être tout ce qui containerise son application, par Mm. exemple des systèmes de log automatisés, ce genre de choses. Mm. On va donner en fait un coup de main, on va dire assez automatisé, euh,
à son équipe, ou en tout cas à ce qu'il souhaite faire. Après, si tu vois ça d'un point de vue vachement plus global, un top viewpoint, middleware est et restera toujours un système qui permet, pas forcément un système, mais en tout cas un élément, quel qu'il soit. Donc encore une fois, je dois faire attention avec les mots. Un élément quel qu'il soit qui permet de faire la connexion entre deux éléments, deux Ouais, autres éléments. Et ces éléments, ils peuvent être tout. Encore une fois, un à n. Quand je dis ça, ça veut dire que ça peut être une application, ça peut être un cluster, ça peut être des applications, ça peut être des DB, ouais. ça peut être tout et n'importe quoi. C'est ça le truc. Ouais, carrément. C'est vrai que ça a l'air vraiment, vraiment fourre-tout. Et en t'écoutant un petit peu parler un petit peu du middleware, je me dis que, euh, bah, en fin de compte, on en fait tous un petit peu, j'ai l'impression. En tout cas, dans des boîtes qui sont sûrement à peut-être à plus petite échelle. Donc, je suis en train de me demander, est-ce que, en fin de compte, le poste et le titre vraiment de développeur, je sais pas si on appelle ça développeur middleware, ingénieur middleware, Mhm. c'est en fin de compte dédié qu'en fin de compte aux grosses entreprises qui ont besoin d'être vraiment découpées vraiment, qui ont besoin de découper toutes les tâches au maximum. Est-ce qu'en fin de compte, il y aurait vraiment besoin de rôles comme ça dans des structures, donc dans des entreprises plus petites, où en fin de compte, tu vas sûrement donner des exemples, mais du coup, on a parlé un petit peu de RabbitMQ par exemple, où bah, ça va être le lead tech qui va s'en occuper. S'il y a du Kubernetes, bah, ça va être le DevOps ou autre. Alors, c'est une question assez complexe et ça va dépendre en fait des situations. Ce qui est sûr et Mm. certain, c'est que les entreprises de moyenne taille et de grande taille vont investir énormément dans le middleware, Ok. qu'ils le veuillent ou non, et de manière et Bah, ils font pas le choix en fait, hein. ouais, de très souvent ils le font de manière un peu à contre-cœur, parce que plus une boîte est grande, plus souvent elle est vieille, et quand elle est vieille, le CTO il a même pas sa place dans l'executive board. Ouais, Voilà. Donc à partir de là, vous voyez que tous les bénéfices indirects que provide l'IT, bah forcément, ils sont pas calculés à leur juste valeur très souvent. Donc les gens ils vont à reculons au middleware, par nécessité, et très souvent ça tient au scotch. Ce qui est un peu dommage pour quelque chose qui s'appelle la colle de l'IT, hein. Bref, ça c'est dit, voilà, c'est cadeau. Euh, Maintenant, après, si on parle des petites boîtes, ça dépend de quelle boîte. Mm. Très souvent, en fait, on va se diriger vers du middleware quand on a une nécessité, soit d'optimiser, soit de centraliser, soit ce genre de choses. Donc, par exemple, si on a une petite boîte de consulting et son travail, c'est vraiment de délivrer un type d'application spécifique, vous voyez Ouais, que le middleware peut être intéressant. Dans le fait est d'avoir un espèce de conteneur qui va peut-être s'occuper de tout ce qui est, encore une fois, logging du hard software et de tout ce qu'il y a autour, genre en termes d'alerting et ce genre de choses. Comme ça, ils le font une fois au niveau de leur middleware. Puis après, chaque fois qu'ils font une application, hop là, ils la mettent dedans. C'est packagé, c'est beau, c'est joli, c'est livré. Donc, même si c'est une petite boîte, elle aurait beaucoup à y gagner de faire ce genre de choses. Mais après, faut voir. Faut voir, hein. ouais. Ah, mais je comprends vraiment ce que tu veux dire. Et du coup, quelles sont les premières, les plus grosses problématiques d'après toi pour lesquelles une entreprise va se diriger vers du middleware? Euh, alors, on va parler de beaucoup de réutilisation du code, Ouais. de pouvoir utiliser les ressources à travers une entreprise. Surtout plus Mm. elle est grande, plus en fait les ressources vont être éparpillées. On va combattre ce qu'on appelle le shadow IT. Le fait est d'avoir 40 équipes IT et que tu en as deux peut-être qui travaillent sur le même sujet. Et quand je dis deux, je suis gentil, hein. Ah, Souvent, on en parle d'une dizaine, hein. Chacun, il fait ce ouais, qu'il veut en logging, chacun, il fait ce qu'il veut en maintenance, chacun fait ce qu'il veut en alerting, et puis après, on se retrouve à faire des systèmes entre des systèmes pour qu'ils puissent ouais. communiquer alors que c'est la même boîte, quoi. Je C'est, comprends tout à fait ce que c'est, tu veux dire, malheureusement. c'est un peu des désillusions, hein, mais voilà. Donc ça, c'est ce genre de choses. Quand on veut avoir un système global asynchrone, on va aussi devoir avoir utilisé du middleware. Quand on veut faire Mm. du disaster recovery et que on a plusieurs data centers, fun fact, encore du middleware. Bon, voilà. C'est encore une fois, c'est partout parce que c'est tout et Ouais, n'importe quoi. ouais. Ouais, ouais, je comprends bien. Mais du coup, c'est quoi on va dire vraiment vraiment les premières réponses qui vont devenir pour toi du middleware, c'est quoi? Ça va être du Docker? Ça va être quoi? Ça va être un système de log? Ça va être vraiment.
pour toi, chez client, c'est quoi les missions qui reviennent le plus? Quelles technos qui reviennent vraiment le plus souvent? Personnellement, je suis spécialisé du côté de IBM et des soft Ouais, IBM. Donc là-dessus, encore une fois, je l'ai dit un peu plus tôt dans mon introduction, c'est un choix. Donc c'est ouais, pas parce que il y a que eux, clairement pas. Donc c'est un peu quelque chose de niche. Et puis aussi, je tiens principalement à travailler avec des grosses boîtes. Donc très souvent, on va toucher à des trucs plus vieux, hein. Genre j'ai pu voir un peu du mainframe, du ZOS avec du magnifique COBOL. Donc voilà, ça peut arriver. Ça au peut secours. arriver. Euh, bien que je ne développe pas en COBOL, hein, je tiens à le préciser, mais j'ai vu ça passer plus d'une fois. Donc ça c'est quelque chose. Donc après, si on doit me dire, ok, aujourd'hui, quel est le plus grand usage du Ouais, middleware? J'aurais tendance à dire à deux niveaux. Au niveau du système d'exploitation, donc les équipes d'admin 6. ok, Donc avec ce que j'ai dit, le disaster recovery et trucs comme ça, bah maintenant en ouais, fait on propose des solutions à partir de métro clustering. Bon, je pourrais expliquer c'est quoi le métro clustering, mais pour faire simple, ça permet de copier et d'avoir une image d'une virtuelle machine à une autre qui sont situées dans deux data centers différents. Et le fait est en fait d'avoir cette image, on va dire nickel, et pouvoir l'encapsuler dans une nouvelle VM. Ça fait qu'en fait vous vous rendez même pas compte si un data center brûle, ouais, carrément. Donc en gros, quand vous allez vous connecter à votre VM, en fait, vous vous connectez réellement à une espèce d'interface qui, elle, vous connecte à la VM. Donc derrière, si la VM, elle meurt, c'est pas grave, parce que elle est entièrement copiée vers une autre. Donc ça, c'est la notion de metro clustering dans vraiment introductive. On peut rentrer encore plus dans les détails, mais ça, par exemple, c'est pour moi un des plus grands usages. Et d'ailleurs, j'ai oublié si c'était VirtualBox ou je sais plus non, VMware qui a fait un énorme business là-dessus. Et aussi longtemps que je m'en souvienne, ça marche plutôt bien et ça coûte un peu cher. Voilà, comment? forcément, ce qui marche bien coûte cher. La seconde chose, je pense à notre époque, qui est très prisée. Bon, en vrai, il y en a trois qui sont très prisés. Donc là, c'est ce premier-là. Le deuxième, les API, hein. Donc Ouais, en gros, les petites boîtes vont commencer très rapidement à travailler avec les API parce que en gros, c'est assez seamless et c'est pas de protocole dependent pour discuter, enfin pour communiquer entre les différents éléments. Donc tout le monde va vouloir développer des API dans tous les sens. Bah, maintenant, la question qui se pose, c'est quand tu as 20 API au sein de ta banque, au sein de ton entreprise, quelle qu'elle soit, tu fais quoi? ouais. Bah, La normée, quel type d'API tu vas utiliser, il y a plein de problématiques autour de ça qui va se développer, forcément, hein. les problématiques sont bien plus globales que les gens peuvent se l'imaginer. Parce que, Mmh. en gros, on va avoir des API qui n'ont peut-être pas la même norme. Ça, c'est Ouais, la première chose. Donc, leur spécification, donc l'Open API Spec, elle peut être rédigée de différentes manières. Donc ça, c'est un premier, on va dire, problème. Parce que, en tant que développeur, quand tu reçois une spec à développer ou à produire, t'aimerais bien qu'elle suive toute la même logique. Sinon, à chaque fois, c'est du temps de réflexion qui est perdu, du temps de réalisation qui est perdu. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, si on n'a pas la même spec, bah, du coup, on n'a pas, peut-être pas la même sécurité qui a été implémentée. Donc, à ouais, chaque fois, va falloir réimplémenter différents types de sécurité selon des ouais. conditions et faire du custom made. Alors, pour tous ceux qui ont fait du middleware, je pense que le custom made est quelque chose à fuir. Mais fun fact, très souvent, 30% de tout ce qu'on fait, c'est du middleware. Et ce 30%-là représente 90% du temps de travail. Voilà. Ça, c'est, ça, c'est un gros problème, ouais, Ouais. que les clients ont du mal à comprendre très souvent. Et donc, la troisième chose que je vais dire, donc le troisième grand domaine, c'est bien sûr le messaging. Le Ouais. messaging étant, on va dire, une solution tierce qui peut, dans certains cas, remplacer un peu tout ce qui est API, Ouais. mais qui, dans les grosses boîtes, souvent travaille de pair. On va être Bah, très évidemment, c'est pas une même problématique, hein, donc ça va dépendre ouais. des use cases, donc ouais, ouais. Ouais, mais après, si tu vois, ça peut arriver plus d'une fois quand on va décommissionner une API et dire, OK, maintenant, à partir de maintenant, t'envoies les ressources dans cette queue Ouais, et voilà. Par exemple. Ou tu carrément. vas subscribe à ce topic et puis, bon.
Ouais, je vais pas utiliser trop de mots techniques, mais en gros, Oh, tu peux, hein. je sais pas en fait à quel point je dois partir dans les explications précises. Je sais pas quel est le niveau technique de ce qui. C'est clair, c'est bien vulgarisé. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, de toute façon, après, les personnes peuvent s'exprimer dans les commentaires si besoin. Et puis après, on pourra refaire un autre épisode si besoin pour expliquer un peu plus d'autres éléments. Non, non, mais c'est cool. Ok. Et du coup, moi, quand je t'entends parler, j'ai envie de rebondir sur quelque chose. C'est que Mhm. je parle forcément entre les équipes, il n'y a pas forcément les mêmes API, il n'y a pas les mêmes normes, etc. Et je l'ai vécu et je pense que beaucoup de personnes l'ont vécu dans différentes boîtes. Et ça arrive très rapidement que différentes équipes, ont pas les mêmes tech leads, ont pas le même vécu et donc ont pas les mêmes, on va dire, mêmes styles de développement, la même façon, en fin de compte, de faire les choses. Mais du coup, est-ce qu'en fin de compte, toi, tu vas pas jouer des fois le rôle du méchant et imposer des normes, des choses à des équipes qui va leur, on va dire, rendre les tâches plus compliquées ou leur imposer des choses qu'ils ne savent pas faire et du coup, comment tu fais pour gérer ça, au quotidien, en fin de compte? En fait, l'impression que ça me donne personnellement, c'est Ouais. au-delà d'avoir un rôle de méchant, hein, surtout d'avoir l'impression de devoir expliquer à un enfant que peut-être manger 2 kilos de chocolat par jour, t'es pas bien pour lui. C'est-à-dire que c'est bon sur le moment, c'est cool, mais au bout d'un moment, c'est pas un, un pattern que tu peux sustain, tu vois, qui à un moment donné va falloir s'arrêter quoi. Il y a peut-être autre chose à part le chocolat qui peut être Ouais. bien aussi. Et pour moi, c'est un peu là l'idée, parce qu'effectivement, quand par exemple, je vais te prendre l'exemple d'API Manager et d'API qui sont créés, par exemple. Ouais. Parce que je pense que c'est un cas d'usage qui est très courant, que ce soit petite, moyenne Ouais. ou grande entreprise. Euh, génial. Vous avez trois équipes. Il y en a une qui s'occupe de tout ce qui est couche applicative client, une autre couche applicative prospect, et une autre couche applicative whatever. On va dire utiles nécessaires au bon déroulement, ou peut-être vous vendez des trucs, ils gèrent tout ce qui est acheminement, whatever. Enfin, tout ce qui est IT lié à ça. Ok. Ils ont développé un certain nombre d'API chacun. Cool. Maintenant, à chaque fois qu'ils ont voulu interfacer les API les unes avec les autres, c'est eux qui devaient se débrouiller entre eux. Le fait est de communiquer. Donc, il y en a qui a envoyé l'aspect en entier, d'autres qui ont envoyé des termes techniques par email et c'est des chaînes d'email interminables. D'autres, ils ont décidé de travailler avec SharePoint. D'autres qui ont décidé de travailler avec Confluence. D'autres qui ont travaillé avec Teams. C'est un peu ça, D'autres qui ont hein. C'est un peu ça. voilà, bon, ok. Donc on va me dire, mais génial, Youssef, mais ça c'est un espèce de collaboration, ça n'a rien à voir avec le middleware. Bon, oui et non. Alors, maintenant, si je vous dis que mon API Manager fait en sorte que l'intégralité des API sont interfacées dessus et qu'on a un API portal et qu'à partir de maintenant, il n'y a plus besoin de communiquer entre les équipes, ils peuvent juste aller sur un API portal, donc une interface, hein, qui liste l'intégralité des API et que s'il y a une ressource dont ils ont besoin, hop là, ils appuient sur le bouton subscribe et en subscribant, ils prennent un token et ce token leur permet d'utiliser cette ressource en temps réel. Et qu'ils peuvent même, à travers cet API portal, faire du testing. Hop, ils peuvent envoyer un petit call, voir à quoi ça ressemble et faire, oh, d'accord, donc on peut l'utiliser comme ça. Voilà. Tu viens de C'est vrai. littéralement réduire les Ouais. communications à zéro. Génial. Mais c'est super, hein. Mais tu sais, quand tu l'expliques, j'ai l'impression qu'en fait, de compte, ça devrait être le cas partout de base. J'ai l'impression que c'est une forme de norme tacite que tout le monde devrait respecter, sauf qu'en fait, dans la réalité, c'est le bordel, en fait. C'est le bordel. Le expected versus reality en middleware est très Exactement. frappant. Est très Ouais. frappant. Ouais, c'est vraiment ça. Mais du coup, en fin de compte, j'ai envie de te poser la question, c'est comment tu fais pour imposer aux autres équipes, du coup, les changements que tu veux apporter? Parce que, est-ce qu'il y a une forme de hiérarchie quand tu es un ingénieur middleware, tu dois passer par un product owner, si est-ce que vous faites de l'agile, comment tu fais du coup pour imposer ce genre de choses? Alors, là, c'est un peu le nerf de la guerre ou c'est plus des soft skills que des hard skills. Ok, Donc, quand tu vas proposer un changement, il faut faire ce qu'on appelle l'accompagnement au changement. Donc, le changement ne consiste pas à juste dire Hello, t'es plus ou moins diabétique, faut que t'arrêtes de manger le sucre. Ça, d'accord. c'est une étape bien nécessaire, hein, mais non suffisante, hein. Et ils sont capables de continuer à manger du sucre jusqu'à leur mort. Il n'y a pas de Ouais. souci là-dessus, hein.
Je Mais confirme. là n'est pas la question. En fait, très souvent, en fait, pour apporter le changement, en fait, on impose sans imposer, en fait, hein. C'est comme un peu le management, hein. C'est l'art de contrôler les gens sans qu'ils ont l'impression d'être contrôlés, hein. C'est ça l'idée, hein. Donc c'est un peu le même concept, hein. Euh, Donc pour apporter le changement, ça dépend de qui tient les rênes au niveau de cette boîte-là ou qui tient, on va dire, le droit vis-à-vis Ouais, de est-ce qu'on va l'appliquer ou pas. Si c'est une personne technique, bien sûr, le discours sera plus technique. On sera en mode, regardez, avant, vous faisiez que du point-to-point communication. Ok, génial. Donc point-to-point, ça prend une semaine pour le développer. Au bout de 5 projets, bah vous avez pris un mois et une semaine. Moi, je viens, je vous dis, ma plateforme, si on l'initialise, on va pouvoir faire plus que du point-to-point, on va pouvoir faire de 1 à n. Donc voilà ce qui va se passer, c'est que pour initialiser la plateforme, ça va prendre 2 semaines, mais à partir de là, chacune de vos nouvelles connexions prendra une journée. Vous voyez que avec vos 5 projets là maintenant, bah, ça sera 2 semaines et 5 jours. Donc on aura hmm, gagné facilement 2 semaines. ouais, Voilà. Donc voilà, à partir de là, vous voyez que, enfin, tu vois que c'est facile, mais faut expliquer les choses et il faut expliquer les choses bien. Euh, et si c'est quelqu'un qui est plus du côté business ou des choses comme ça, bah non, va falloir expliquer la value. ouais, Si c'est quelqu'un côté HR, bah va falloir expliquer les heures perdues. Euh, et toujours en fait mettre des chiffres en fait. Mettre des chiffres, ça a toujours été bien. Pas en mettre trop parce que ouais, sinon ça sert à rien. Mais mettre quelques chiffres par exemple, très simplement, là si je reprends mon exemple, si on a gagné 2 semaines de travail. Ok, 2 semaines ça veut dire quoi? C'est 10 jours ouvrables. C'est 10 jours. Si on compte que dans l'équipe il y avait 2 personnes, ben voilà, ça fait déjà 20. Si on compte que chaque journée pour chaque personne ça coûte 600, bah voilà. Vous avez déjà 12 000 euros qui est parti à la trappe si vous aurez pas mis en place ce système. ouais. Donc, les discussions sont simples, mais après, bien sûr, pour quelqu'un de business, on est obligé en fait de abstraire toute la partie technique. Ça va vachement plus être en mode est-ce que tu veux que tes 5 projets soient délivrés pour toi d'ici 2 semaines et 5 jours, ou est-ce que tu veux que tes 5 projets soient délivrés pour toi d'ici un mois et 2 semaines? Bon, fais ton choix. Il n'y a pas de souci, hein. À partir de là, bon, sachant que le temps c'est de l'argent et que si un autre compétiteur prend du temps, prend moins de temps que toi et il arrivera sur le Ouais. marché avant et peut le saturer, bon, peut-être, peut-être que c'est intéressant de mettre ce genre de choses en place. Ouais, je comprends carrément, hein. C'est vrai que Mm. mais j'imagine que sauf si tu as un entre guillemets «un lazy tech» face de toi et je sais que ça existe qui est un petit peu, qui veut juste faire, son dev et qu'on le laisse tranquille. J'imagine Mm. que c'est quand même les profils non tech, les product owners, les commerciaux qui doivent être un peu plus compliqués à convaincre, non? Détrompe-toi. Ah Alors, bon? les développeurs ont la tête dure, les Ouais. tech leads tout autant, les product owners pensent tout savoir, les architectes sont maîtres du monde et les business, tout ce qu'ils entendent c'est la thune. Ok, voilà. Maintenant qu'on a fait tous les stéréotypes, il y a personne qui apprécie une autre personne qui vient le voir et qui lui fait, écoute, laisse-moi t'expliquer la vie. Personne, c'est normal. Il y a personne qui aime ça. Mais la vérité, c'est que tout le monde peut apprendre de tout le monde. Voilà, génial. N'hésitez pas. Aussi Confucius, c'est pas mal comme lecture. Non, non, mais au-delà de ça, ce que je veux dire par là, c'est que si des gens ont travaillé pendant plus de 5 ans sur un projet quel qu'il soit et que ça fonctionne bien, et que tu viens les voir et tu leur fais ça peut fonctionner mieux, ils vont te poser la question pourquoi je dois prendre le risque. Ouais. Voilà. Ils vont Ah, oui, oui. Totalement. et à partir de là, la discussion va être d'une complexité sans fin. Ouais. Donc c'est là où en fait il faut changer d'optique. C'est pas je suis en train de te pousser à prendre un risque, je suis en train de te dire que tu es en train de prendre un risque en continuant à faire ce que tu fais. Mmh. Et en changeant cette optique, ce point de vue en fait tout simplement, bah ça ouvre les portes à plein de choses, dont forcément l'amélioration continue des équipes, ce genre de choses, qui est par exemple prêché par l'agile et ce genre de choses. Ouais. Mais même en dehors de l'agile, ça existe, hein. L'agile n'est au final que un conteneur pour un peu prêcher la bonne parole, hein.
Mais si on est un minimum logique, cette bonne parole existe déjà. Mais pas tout le monde peut penser ça comme ça, ou même des fois on a tellement le nez dans le guidon que justement ce genre de choses peut être extrêmement utile d'avoir justement une espèce de cadre qui permet un peu de pas trop réfléchir là-dessus, quoi. Juste Ouais, d'agir. ouais, carrément. Tout à l'heure, en plus, là, t'as parlé d'architecte. Du coup, moi j'ai envie de te poser, je pense, la question, c'est quoi la différence entre un ingénieur middleware, un DevOps et un architecte? Ouf, ouf. Alors, un ingénieur middleware, très souvent, va être spécialiste d'un certain nombre de soft middleware qui sont faits pour. Donc, j'ai dit par exemple que moi je fais de l'IBM. Bon, IBM c'est une boîte, c'est pas un soft. Donc, ils ont Et- plusieurs softs qu'ils proposent. Donc, API Connect pour tout ce qui est interfaçage d'API et avec l'API Portal et tout ce qui va avec. On va avoir ce qu'on appelle un broker. Donc, avec App Connect ou dans ses versions les plus récentes qui s'appelle Ace. C'est quoi un broker? C'est un software qui permet de faciliter la communication entre différents éléments dans ton système d'information, ainsi que de faire de la transformation de données si nécessaire. Bon, dit comme ça n'a pas beaucoup de sens, Un mais, API management. mais je peux donner un exemple simple. Si dans ton front-end, il y avait un form à remplir et que derrière on récupère ce form-là, on le transforme en CSV et que ce CSV est récupéré dans un FTP, un file transfer protocol. Un FTP, quand on dit un FTP, c'est pas le protocole dont on parle, hein, c'est souvent le serveur qui se cache derrière. Euh, Euh, je dis ça pour les autres, hein, je dis pas ça pour toi, John. oui, oui. Je vois ton visage. Et mais surtout au-delà de ça, donc non. Donc après tu récupères ce fichier-là, tu le changes de format, peut-être en XML ou whatever, ce dont on a besoin, et puis après tu le remplis du côté de Salesforce ou whatever. Voilà. Donc cette brique qui va être entre le moment où on récupère le fichier et où on le récupère, hein, donc Ouais, il va aller le récupérer, et jusqu'au moment où c'est rempli à l'intérieur de Salesforce, bah ça, bah, on appelle ça un flow. Donc un ouais. flux de données. Et c'est fait par des brokers. On appelle ça des brokers. Et celui d'IBM s'appelle ACE ou IAB dans ses anciennes versions. Voilà. Sinon, il y a MQ, Message Queuing, un des produits phares de IBM. Bon, et j'en passe. J'ai aussi travaillé sur APG de Google, qui est aussi un API Manager, J'ai comme travaillé API sur Connect. dit, il y a pas si longtemps. Ouais, C'est c'est ça. un, Donc, voilà. Donc, c'est un peu de tout ça, en fait. Un développeur middleware, un ingénieur middleware, excuse-moi, hein, petit lapsus. Un ingénieur middleware, ça va être quelqu'un qui va connaître un certain nombre de technologies et qui va être, non plus, très souvent, il va avoir plusieurs casquettes. Donc, il va être ouais. aussi bien le développeur que être l'intégrateur, que être le ops, que être Bah oui, oui, l'admin 6, que oui. être le conseiller, que être le designer, que être Ouais. le sécurité. C'est en fin de compte, c'est pour ça que je t'ai posé cette question par rapport à la différence donc, avec un architecte et un DevOps, surtout avec un DevOps, parce que je trouve que ça a énormément de ressemblances avec vraiment des profils qui sont DevOps. C'est La vrai plus, ce que j'ai l'impression que ouais, c'est c'est ça, ça. c'est un peu un profil poubelle et c'est péjoratif. C'est pas mon objectif, mais c'est tout fait. En fait, Un plaisir de discuter avec toi. Hésite pas. en gros, tu fais tout ce qui est pas du code et encore, je pense que je vais poser la question plus tard. Est-ce que, en fin de compte, des fois, tu fais pas un peu de code? Euh, tu fais un petit peu tout. En fin de compte, est-ce que c'est pas un profil polyvalent? Et est-ce que c'est pas un profil full stack en fin de compte? Oui, carrément full stack. Alors, Ouais, ça, mais c'est, vraiment ça, dans le sens du terme, parce que full stack, ouais. maintenant, c'est manière, on va dire en gros, t'es celui-là qui fait des carrés et des requêtes SQL, mais vraiment full stack, vraiment, comme on pourrait l'entendre, c'est-à-dire vraiment, tu es en capacité, tu dois être en capacité d'intervenir sur absolument toutes les couches de la création de valeur de l'entreprise. Ouais, d'une certaine manière, pas de l'entreprise, mais de ton produit. Souvent, Ouais, c'est c'est- là ouais, la nuance. ouais, Parce que, en vrai, si on prend une entreprise qui date de 10 ans déjà, euh,
Il y a aucun moyen que tu puisses intervenir dans toute la partout. C'est juste pas Ouais, possible, juste pas possible. j'imagine, ouais. Mais donc je vais essayer de répondre à toutes tes questions un à un. Donc la Ouais, différence ouais, entre ouais, pas de DevOps et souci. architecte middleware. Architecte c'est celui qui design en gros comment les flux vont être Ouais, réalisés, les flux de données et par où ils vont passer, c'est quoi leur interfaçage, etc., etc. Et si aussi tout à l'heure tu disais ah comment on fait pour forcer les gens machin machin, bah forcément l'architecte est très souvent la personne go-to pour ce genre de choses parce qu'il va créer des guidelines, des hardening guidelines. Euh, donc voilà, comme le nom l'indique, ouais, voilà, t'es obligé de passer par là normalement. Sinon, ton projet ne part pas en production. Voilà, ouais. ça c'est comme ça. Et pour le DevOps, en fait, DevOps, en vrai, le nom on va dire, le job description de Ouais. DevOps n'a un peu rien à voir avec un middleware. En fait, des gens qui font du middleware peuvent être DevOps. Il y a des gens qui font du middleware qui ne sont pas DevOps. Donc Hmm. DevOps, faudrait aussi faire une définition de c'est quoi un DevOps. Et je pense que ça, Ouais. c'est aussi une belle définition, bien globale, bien poubelle comme tu l'appelles. Voilà. Parce que, en fin de compte, ayant travaillé des DevOps, j'ai l'impression qu'ils doivent faire du middleware. Et en fin de compte, j'ai Mhm. l'impression que le middleware doit faire de ce qu'on, bon, en tout cas, les tâches qu'on attribuerait, de manière logique à un DevOps. Donc, t'es une sorte de, t'es quoi? T'es un full stack architecte DevOps, tu fais un petit peu de tout en fin de compte. Bah, C'est un peu drôle. c'est à peu près ça parce qu'au final, de un, il n'y a pas grand monde qui va faire du middleware, on va dire, un peu orienté dans la niche dans laquelle je suis, par exemple, ou en gros pour les grosses boîtes, ce genre de choses où genre il va y avoir un soft qui permet de englober plusieurs fonctionnalités, par exemple la sécurité et d'autres choses comme ça. Mm, En plus de ça, par exemple, si je reviens à mon exemple de PI Manager, parce que je pense que ça sera mieux de tout le temps avoir un cas de mm, figure, donc la PI Manager, excellent. Non, en plus, ça centralise. Non, en plus, ça log. Non, en plus, ça peut faire de l'alerting. Non, en plus, ça a des graphiques. Non, en plus, ça peut onboarder des ouais, gens. Non, en plus, ça va limiter, on va dire, les usages qui sont en dehors des guidelines, ce genre de choses. Mais au-delà de ça, ça a aussi une couche sécurité. Donc, ouais, toi, tu viens avec ton soft. Enfin, eux, ils choisissent le soft, puis après, ils te recrutent. Souvent, c'est comme ça. Ou ça peut être une offre combinée. Hein, ça peut exister. Bref, anyway. Et à ce niveau-là, le soft offre tout ça. Et le client qui l'a acheté, bah, il te dit, bah, moi, je veux tout. Bah, tu vas pas lui dire, ah, bah, je suis désolé, mais moi, je fais pas de sécurité. Ah, bah, génial. Bah, on va pas te prendre toi, alors. Tu vas en faire. Donc, il y a de ça. Il y a de ça. Donc, c'est plus l'équipe recrutée par le client est grande, plus tu seras à même à être uniquement spécialisé dans quelque chose. Donc, soit un seul soft, soit un seul embranchement de ce soft-là, etc., etc. Par exemple, hein. J'ai eu des clients qui ont vraiment énormément de projets, etc., etc. À ce niveau-là, on va affecter les gens par projet ou ce genre de choses. Et on va les faire travailler par binôme, comme ça, s'il y en a un qui est absent, bah, le deuxième peut prendre, etc., etc. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc, on parle de DevSecOps un peu mm. depuis maintenant quelques années. Bah, je pense que c'est à cause de l'avènement du middleware. Hein. Ça s'arrête un peu là hein, pour moi. Peut-être qu'il y a d'autres situations où ça peut être utile, mais c'est principalement celle-ci à laquelle je pourrais penser, perso. Mm. Ouais, complètement. C'est vrai que du coup, je me demande en fin de compte, pourquoi les petites boîtes, en fin de compte, veulent toujours engager du coup des devs, vraiment front et back. Ensuite, si ça grandit, ils vont penser à un DevOps. C'est pourquoi on pense jamais à un middleware. En tout cas, j'ai l'impression, hein, que ce soit dans mon expérience passée ou même quand on regarde les postes ou quand on discute un petit peu avec les entreprises et les startups, vraiment l'ingénieur middleware, il, il vient très tard, quoi. Bah, il y a toujours ça- c'est pas un problème technique, c'est un problème humain. Ouais, Donc, de un, le middleware souvent est impliqué dans une boîte par nécessité et pas par besoin. Voilà. ouais. C'est toujours le cas généralement, hein. Ouais, ouais. Bah Pour un dev, après, ça peut c'est évoluer, toujours, hein, ça peut évoluer. Là, on parle de généralité, hein. Donc, hein. j'essaye d'englober un maximum de situations, mais ça parle pas de toutes. Et très souvent, quand une boîte elle commence avec un CTO ou quelqu'un de technique, et très souvent, Ouais, c'est des devs ou des ouais, ex-devs. Des devs ou des ex-devs, ils ont tous la misconception que quelqu'un qui travaille dans le middleware ne développe plus.
et que par conclusion logique, forcément, c'est pas des devs, donc par conclusion logique, c'est pas des gens qui savent en quoi leur value, leur projet ou leur produit doit être avancé dans telle ou telle voie ou a besoin de telle ou telle chose ou tel critère. Donc en gros, il y a vraiment ce côté où ok, moi je préfère prendre des développeurs parce que je les connais, je sais comment les gérer, je sais c'est quoi leur travail, je sais ce qu'ils font. Alors que si je m'embête à prendre quelqu'un qui taffe dans le middleware, de un, il y a 3 milliards de soft dans le middleware, donc je ne savais pas lequel m'enquiquiner avec. Et puis au-delà de ça, qu'est-ce qui me dit qu'il va faire du bon travail? Et puis deux, s'il fait que du click and drop et génial et des interfaces UI, c'est quoi sa plus-value vis-à-vis de quelqu'un d'autre? À ce Ouais, niveau-là, je vais prendre un stagiaire. Voilà, comme ça, moi, je te fais tous les stéréotypes, au moins c'est fait en une fois. Mais, mais dans l'idée, c'est vraiment ça, hein, on va pas se mentir. Hein. Alors, fun fact, quelqu'un qui travaille dans le middleware, ça arrive plutôt souvent qu'il développe. Voilà, ça c'est dit. ok. Euh, En fait, à travers les différentes couches du middleware, si on sort du common state, en gros, les trucs simples qui tournent par eux-mêmes, effectivement. Enfin, si on fait les trucs qui tournent par eux-mêmes, ok, effectivement, souvent, c'est un peu de paramétrage ici et là, tu dois juste comprendre ce que tu fais. Donc, tu dois savoir, par exemple, c'est quoi une limite de queue, tu dois connaître c'est quoi les types de messages, tu dois connaître, genre, c'est quoi les sécurités, c'est quoi un MCA user, tu dois connaître, genre, un peu tous ces trucs-là. Tu dois comprendre c'est quoi un certificat, c'est comment se fait la communication SSL, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et en fait, la complexité, on va dire, du common usage, ça va être de comprendre derrière ton soft, ton middleware, c'est quoi en fait les technologies qui s'y cachent. Parce qu'ils ont quand même été développés ces softs. Donc, forcément, ils ont une manière de fonctionner, ils ont des comportements, ils ont des Ouais. configurations, ce genre de choses. Donc, par exemple, si je prends APG de Google, juste pour être rapide comme ça, bah, par exemple, il y a du Nginx dedans, il y a du Cassandra dedans. Mm. Et je n'ai cité que deux technologies, il y en a plein d'autres dedans. Donc, enfin, Zookeeper, enfin bref, je pense que ça sert à rien que je les cite toutes. Mais en tout cas, mais dans l'idée, c'est ça. C'est que on va pas être spécialiste de toutes ces technos. De un, parce que je pense que Pas possible. à ma mort, peut-être mon enfant il sera capable, mais même toute une vie ne suffira pas à être expert dans toutes ces technos, parce que souvent ça en prend plein et que c'est des équipes entières qui ont dû les développer. Donc voilà. Donc c'est juste de l'arrogance de penser de pouvoir tout maîtriser. Mais en gros, ce qu'on Ouais, demande de toi, c'est être un master of all trades. En gros, être apte à naviguer dessus. Être apte à comprendre pourquoi ça fait ce comportement-là et pas un autre. Par exemple, pour logique, donner hein. un... Ouais, voilà. Pour faire un exemple rapide d'un truc technique, ce serait donc avec Apache, en fait, on peut faire des nodes de router message processing. Et la question qui pourrait se poser, en fait, c'est quand la request elle arrive sur le routeur, est-ce que c'est le message processing qui est sur la même node ou est-ce que c'est le message processing sur une autre node, mais dans le Mm. même environnement, qui va y répondre? Par exemple. Donc là, il va Ouais. falloir se poser des questions sur comment ça fonctionne. Bah, effectivement, si on taffe sur du Nginx, tu devrais savoir que derrière les différents éléments de Nginx, s'ils sont sur le même environnement, ils vont tous faire des health checks entre eux. Donc aussi longtemps qu'ils se voient, ils vont tous se faire coucou les uns les autres. Et quand ils font coucou les uns les autres, bah forcément, il y a un côté de, ils vont tous avoir le même comportement. Donc là, on va pas avoir en fait une relation one-to-one entre le routeur et le message processeur, mais on va avoir une relation de end-to-end. C'est que Ouais. quel que soit le routeur qui est touché, bah on sait pas sur quel message processeur ça va tomber. Mm. Et, bon, en tout cas, bref, dans l'idée c'est ça. Donc non, le middleware n'est pas quelqu'un qui fait juste du click and drop. Ça aurait été trop beau. Franchement, moi ça m'irait, hein. Ça faciliterait mes journées de fou. Mais il y a aussi ça. Mais là, j'ai expliqué que le common knowledge, hein, juste le fait est de pouvoir naviguer sur l'outil. Si le client commence à demander des trucs qui sont custom-made ou des choses qui commencent à toucher à la limitation du produit, là, on commence à parler de solutions de contournement. Là, on parle de scripting. Là, on va parler de ce genre de choses. Donc,
juste pour donner un exemple rapide, rien que par exemple sur RPG, on va pouvoir soit injecter du code JavaScript, soit injecter des exécutables jar, donc du Java, soit aussi injecter du Python. Voilà. Et voilà, tout simplement. Et puis rien ne nous empêche aussi de mettre des trucs par-dessus. Genre par exemple, si on veut automatiser des choses du côté de la gestion, par exemple Ansible ou autre, pas Ouais. forcément, ça va être plus de couches. Si tu veux mettre un petit bash script, pas forcément c'est encore une autre techno. Si tu as envie de faire du Ouais, bar c'est script, c'est encore bizarre, un hein. autre. On va en parler un petit peu après du côté dev parce que ça m'intéresse aussi, mais c'est vrai, bah, quand je t'entends, je me dis que des projets comme les tiens, ils devraient en avoir dès que dans tous les projets qui commencent à prendre un peu d'importance, en tout cas qui commencent à avoir un peu de legacy ou de la refonte ou ce genre de choses, parce que ce que tu me décris, au fin de compte, ça va être fait par des personnes qui sont pas du tout experts. Ça va être repris par un tech lead qui va y aller un peu à tâtons sans vraiment savoir comment faire, par un DevOps qui connaît pas trop, ou même par une sorte de lead, staff manager, ingénieur, machin, mais du coup, qui maîtrise pas vraiment, qui va faire quelque chose dont il n'a pas la maîtrise et ça va être fait de manière, entre guillemets, un peu vulgaire. Et je me rends compte que bah, les profils comme les tiens, bah, c'est nécessaire, quoi. Parce que ce que tu fais, bah, on en a besoin et dans tous les cas, c'est fait, mais sauf que c'est mal fait, généralement. Ouais, bah, c'est des choses qui arrivent assez souvent et ce n'est pas à cause de la mauvaise volonté, mais encore une fois, vouloir changer et réussir à changer, c'est deux choses différentes. Donc, Ouais. apporter le changement ou demander le changement, c'est deux choses différentes. Et très souvent, les gens demandent, exigent le changement, et c'est soit du haut vers le bas. Donc, les architectes qui font un document et qui font à partir de maintenant, tout le monde le respecte. Et puis, personne ne le respecte forcément. Bah oui. Euh, ou du bas vers le haut avec un tech lead qui dit ok maintenant on prend les choses en main, on va faire comme ça et ça va être notre nouvelle manière de faire et tout le monde doit le suivre parce que c'est la meilleure chose. Bah, forcément il va se confronter à d'autres problématiques surtout dans le futur pour maintenir ce qu'il a designé par lui-même à travers son expérience. Donc ouais, c'est ce qui est assez chaud, ce qui est assez compliqué, c'est que ce genre de taf ne demande pas euh, que du hard skills. Ouais, complètement. Et ouais, du coup, je pense que ce sera sûrement le dernier sujet là pour aujourd'hui, mais au Mhm. niveau, parce qu'en fin de compte, tu parles de dev, mais en fin de compte, même du coup, un ingénieur middleware doit développer, doit avoir les mains dans le cambouis, entre guillemets. Si je t'entends parler, si je t'entends dire. Ah, bah après, ça dépend des middleware, hein. De un, je connais pas toutes les niches. Et c'est énorme le middleware, hein. Ouais. On pourrait penser à tort que deux devs seraient capables de se parler les uns entre les autres sans savoir ce qu'ils font, ce Pas du qui est tout. complètement faux. Middleware, c'est la même chose. Donc, par exemple, si, bah là, enfin, je suis un peu en contact un peu avec le monde du banking, je peux vous assurer, connaître le Swift ou ne pas connaître le Swift avec ce qui est enfin ce qui vient avec en tant que système et middleware, on est sur quelque chose de goûtu. C'est quelque chose Ouais. de complètement différent. Il jongle sur, je sais pas, un truc du genre une vingtaine ou une trentaine d'interfaces différentes. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte combien c'est, hein. Enfin 20 ou 30 interfaces à jongler avec chacun ses trucs. Et puis, il y en a qui sont interconnectés, d'autres non, et ce genre de choses. Bon, personnellement, je l'ai pas encore fait et je pense pas en faire, mais je dis juste que ça dépend ça dépend. Ça dépend juste de la situation, ce genre de choses. Mais quoi qu'il advienne, ces gens-là qui travaillent dessus, même s'ils travaillent que sur des UI, comme j'ai expliqué plus tôt, connaître ton produit, c'est souvent ou en tout cas nécessite souvent le fait est de connaître énormément de technologies derrière. Ouais. Hmm. Donc Tu as c'est parlé des différents types de middleware. Tu pourrais me donner les trois plus gros d'après toi, hein? ah bah ça du coup on revient à ce qu'on disait plus tôt. Ouais. Pour moi on va avoir l'API manager. Ouais. Ça c'est sûr c'est un gros. On va avoir tout ce qui est messaging, tout ce qui est Ouais. plateforme de messaging, c'est énormissime parce que Hmm. tout ce qui est dès qu'on veut
dès qu'on pense à l'insynchronité, dès qu'on pense au multi-usage, dès qu'on on pense au fait Obligé, d'avoir hein. une enveloppe distribuée sur toute la boîte ou sur des plusieurs Oui. interfaces, hop là, messaging. Donc ça, c'est sûr et certain. Et puis, comme j'ai dit plus tôt aussi, celui que je trouve un peu invisible, que personne ne voit un peu, mais pourtant extrêmement présent. J'ai pas vu encore une boîte qui l'utilisait pas parce que souvent ils achètent tous une licence quelque part. Bah c'est tout ce qui est en fait lié à un peu, c'est un peu l'équivalent du serveur d'application mais pour les VM quoi. C'est le serveur VM, c'est je sais pas comment ils appellent ça, mais en tout cas c'est basé sur la technologie du metro clustering. Ouais. Et ça Non, c'est fou. ouais, j'imagine bien, hein, mais c'est vrai que ça représente pas mal de domaines et on y touche tout le temps et même moi en tant que dev, bah, j'ai dû mettre mes pattes là-dedans, quoi. J'ai dû toucher à APG, j'ai dû faire du RabbitMQ, je n'ai pas encore fait, mais je vais sûrement faire du Kafka, voilà quoi. Et j'ai touché à Kubernetes, bon, c'est pas du VM, mais c'est pas de la VM, mais voilà quoi. Donc c'est vrai que, bah, en tout cas moi, j'espère que pour tout le monde, mais on se rend compte que bah, on aurait besoin de plus de gars comme toi. On aurait besoin de plus de personnes parce qu'en fin de compte, je pense on le fait mal et avoir des personnes qui sont vraiment spécialisées, c'est bien. Après, faut jamais oublier, hein, voilà, ça représente un coût qui est pas non négligeable. Hmm. C'est personne en plus. Donc, surtout quand tu es une petite structure, bah, tu as besoin d'avoir des personnes qui sont polyvalentes, qui sont capables de faire tout. Et c'est un peu ton cas en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, peut-être que quand tu iras sur du dev, sur du code pur, peut-être que là, tu seras, entre guillemets, un peu moins compétent, comme moi quand j'irai sur du message queuing, quoi. Ah mais c'est sûr et certain, hein. Si je Mm. me mets à faire du C++, je pense t'as le temps de faire un petit café, un petit kebab et d'aller faire un petit tour en Thaïlande et revenir et puis je pense que tu seras dans les temps. Alors que moi je serai en sueur, ça c'est sûr et certain. Mais c'est effectivement juste tout simplement des compétences différentes. Pour Ouais. moi, il n'y a pas d'intérêt à comparer le travail d'un dev Ah oui, non, pur au travail de quelqu'un qui est dans le middleware qui va en faire un peu de manière assez transverse. Ça, pour moi, c'est pas comparable. Mais si je devais vraiment peut-être porter une petite, je sais pas, une petite ouverture au truc, au sujet, je dirais la ouais. plus grande question du middleware est très souvent est posée par le client au moment où il dit, OK, bah du coup, on prend quel produit? Et là, ça c'est très 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 gratiné. Alors, on va avoir de tout, hein, comme au final, Ouais. comme dans le développement, on va avoir les puristes, on va avoir les non puristes, on va avoir ceux qui sont les vendus, c'est-à-dire qu'ils sont spécialisés en une ou deux techno, ils vont faire, oh, mais je t'assure, c'est les meilleurs. Tu vas avoir de tout, tu vas avoir de tout, c'est sûr et certain. Et j'aurais tendance à dire à ce genre de choses, surtout à mes clients, à chaque fois qu'ils vont poser la question, fais un benchmark de les différents éléments, enfin les différents logiciels qui t'intéressent. Et une fois que tu t'es mis d'accord avec bah, du coup le provider ou les providers et les trucs comme ça vis-à-vis des prix, et que tu as choisi ceux que ça va, tu peux accepter, encaisser ce genre de choses. Demander des POC. Demander des POC. Ils font des POC gratuits. Ils le font. Oui, ils disent qu'ils le font pas, mais ils le font tous. Tous sans Ok. exception. Donc, demandez des POC. Et si vraiment ils sont en mode non, 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 faites OK, bah, on va avoir votre produit pendant un mois pour gratuit. Nous, on va faire le POC. Et à la fin du POC, on décidera si on garde votre produit ou pas. Et c'est non engageant. Et si vous voulez pas, bon, bah tant pis pour vous. On passe sur quelqu'un d'autre qui Ouais. voudra. Et en fait, très souvent, si vous avez un problème avec un produit ou avec un middleware, le problème, c'est pas le produit. C'est les compétences. Mm. Toujours. Toujours. Même si, ou bien sûr, bon, ok, il y a une petite window où en fait vous n'avez pas étudié le truc, vous avez choisi le machin parce que vous avez eu confiance en quelqu'un ou je sais pas quoi, et derrière vous êtes arrivé sur une limitation du produit qui permet pas de faire votre cas d'usage. Là, auquel cas, la faute a pas de chance, voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais au-delà de ça, j'aurais tendance à dire que très souvent, c'est un problème de compétence. Hein. Faut pas Mais est-ce qu'en fin de compte, ce croire. serait pas aussi un petit peu aussi à cause du produit? Parce que
tu dis que c'est des compétences de la personne, mais peut-être qu'un produit qui est difficile à appréhender, qui est difficile à monter en compétences, qui est pas user-friendly, est-ce qu'en fin de compte, quand un produit est trop compliqué à prendre en main, est-ce que ce serait pas à cause de lui, en fin de compte aussi, que les équipes n'arrivent pas à s'intégrer avec et donc ne l'utilisent pas, en fin de compte? Alors, pour moi, quand je dis un problème de compétence, je parle pas que de la personne qui va utiliser le produit, je parle de un peu tout le monde, en fait, toute la sphère, de product owner à architecte à sécurité à du coup la personne qui va l'utiliser. En gros, il faut mûrir avec le produit. Faut pas penser qu'à la seconde où tu vas acheter le produit, tout va être nickel, chrome et puis let's Oui. go. Non, c'est pas possible. Tout comme tu as pris peut-être plusieurs années à développer ton produit principal, forcément, quand tu vas implémenter ton middleware, ça va prendre aussi, allez, au moins qu'un petit bout de temps, surtout si tu fais du outsourcing comme 90% des boîtes qui pensent qu'ils vont gagner de l'argent en faisant ça. Je vais pas rentrer dans le cadre du outsourcing, comme tu peux l'entendre, je peux être un peu salé là-dessus. Mais On en parlera un autre jour, je pense. ouais, on peut en parler d'un autre jour du outsourcing fait à la volée. Ça c'est ça c'est un beau sujet, un sujet très intéressant. Mais du coup, j'aurais tendance à dire, oui, il y a des technos qui peuvent être extrêmement compliqués. Par exemple, Data Power de IBM, qui permet de faire une solution gateway et qui fait du réseau aussi et qui fait de la sécurité aussi. Ce truc-là, quand tu le vois, ça donne envie de vomir parce que c'est super vieux. Mais par Ouais, contre, je peux te dire, de tous ceux avec qui j'ai parlé, tous les tech leads, middleware que j'ai avec qui j'ai parlé, ou même quand j'ai eu la chance de un peu mettre ma main dessus ou ce genre de choses, la quantité d'options, de paramétrage, en fait, juste l'outil est trop puissant. Voilà. En ouais. fait, ils l'ont tellement fait grossir que ça en devient compliqué de l'aborder. Mais une fois que tu es dedans, c'est juste pas possible de bouger, quoi. Et j'aurais tendance à dire ça. Donc, oui, un produit qui serait trop complexe serait difficile à aborder. Et non, je ne pense pas que ce soit une raison principale pour ne pas le Ok. choisir, dans le sens où si ça dépend toujours de tes besoins. Si tes Oui. besoins font que tu as besoin de tel produit, parce il y a dedans tout ce que tu as besoin réellement, ni plus ni moins. Alors c'est parti et il faut par contre bien réfléchir au fait est que tes équipes doivent être formées Hmm. doivent prendre le temps de mûrir avec le produit, enfin avec ce soft qui est acheté et ce genre de choses, et pas se dire ok c'est bon c'est parti, de toute façon j'ai des équipes réseau, j'ai des équipes sécurité, donc ils vont pouvoir naviguer dessus easy. Non, c'est faux. Mais par contre, de l'autre côté, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu as ton besoin, il est moindre et que tu prends une hache pour couper ton steak, ça n'a jamais été une bonne solution. Jamais, 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 jamais. Et surtout si ton besoin n'a pas une grande plus-value, ou en tout cas n'engendre pas beaucoup d'argent dans le business, donc très souvent ne rapporte pas beaucoup de thunes, c'est ça ce que ça veut dire. Bah forcément quand tu prends un gros produit, tu voudras moins investir sur l'entraînement de tes équipes, moins investir sur le temps d'apprentissage, moins investir sur le temps pour s'y habituer au change pour qu'il arrive, hein. Bah forcément tu vas te retrouver dans une impasse très rapidement où tu vas te dire oh mon Dieu je vais devoir recruter quelqu'un qui a au moins 10 ans d'expérience dans ce truc-là pour qu'il puisse nous sortir de Ouais. ça. Eh ben génial, tu viens d'embaucher quelqu'un qui est payé entre 1000 et 2000 euros, si c'est pas plus, à la journée. Tout l'argent que tu as essayé d'économiser, ils sont en train de passer à la fenêtre à Ouais. une vitesse grand V. Et Oui. très souvent, une seule personne ne va pas suffire parce qu'il va te dire, ah, mais vous avez pas fait ça dès le début. Ah, mais vous avez pas fait ça depuis le début. Ah, mais vous avez pas fait ça depuis le début. Donc, Parce soit vous me faites travailler pour les 3 prochaines années, soit va falloir recruter d'autres personnes. ouais. Et puis, ça me dérange pas, moi, de former les gens autour dans votre équipe, mais ça sera un contrat différent, du coup. Bah, former et travailler, c'est deux choses différentes, hein. Donc, J'ai déjà eu, j'ai déjà vu ce cas-là avec un architecte dans une de mes anciennes boîtes. C'est exactement ce qui s'est passé. Et je hmm. crois que son TGM est passé de 600 à 1002 parce qu'en fin de compte, ce qu'ils avaient besoin, c'était pas, je sais plus quel poste il était passé, mais il y avait un poste assez, une sorte de dev plus plus après architecte. Puis après, en fait, ce qu'ils avaient besoin, c'était un CTO. Et le gars il était clairement un CTO. Il avait l'expérience et la maturité pour l'être. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Mais au moins, ils ont eu l'intelligence. Regarde. Il y a plein de boîtes. Ils vont recruter ce genre d'experts. Et ils vont pas le laisser travailler.
Ils vont pas le laisser. Ah Parce bah qu'à non, chaque fois clairement. que... C'est ça, mais parce qu'à chaque fois qu'il voudra faire un truc, il va y avoir quelqu'un qui va venir ici, il va venir, il va faire «Oh, mais nous on a pensé comme ça». Bah génial, bah du coup on continue. Ah, mais ça a marché depuis 10 ans, donc c'est mieux comme ça. Ah, Oh là là. on veut pas prendre de risques. Ah, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en fait, c'est comme si, franchement, tu clouais au mur un pigeon et tu lui dis vas-y vole. C'est macabre. C'est horrible. La personne que tu as recrutée se ressent frustrée, coincée, et les personnes qui sont autour se sont agressées. Donc, au moins, comme j'ai dit plus tôt, ils ont eu l'intelligence. Dès qu'ils ont vu que ce mec, il était apte à faire plus que ce qu'ils l'ont employé à la base, ils lui ont donné plus d'argent, ils lui ont donné plus de responsabilités, ils lui ont donné plus d'espace, ils lui ont dit, ok, vas-y, vends-nous du rêve. Ouais. On revient d'ici un an et on va juger ce que tu vas faire. Mais au moins, vas-y. Et ça, Ah, c'est cool. je comprends. T'imagines même pas à quel point ce que tu dis. Je l'ai vécu, je l'ai vu. C'est ouais. Ça, Mm. différents mots, c'est ouais. Ah, Effectivement. ça fait toujours mal au cœur quand tu vois quelqu'un qui est vraiment apte à faire des trucs de fou, à faire Mm. vraiment, à apporter à l'entreprise et qui a quelqu'un, quel qu'il soit, son poste, son rôle ou ce qu'il Ouais, est, qui est en mode non, je te jure, je vais te descendre, jamais je te laisserai avancer parce que tu as osé toucher à mon ego. Et ça, c'est horrible. c'est horrible. C'est Ça horrible. arrive. Peut-être qu'on pourra en discuter sur un podcast entier parce que pour le coup, je pense que ce serait un sujet qui serait vraiment intéressant parce que ouais, Ouais, ça c'est serait dans la même lignée avec le outsourcing. ah, ah, mais oui, parce que, en fin de compte, c'est totalement lié parce que c'est vraiment le cas où en fin de compte, les personnes qui ont tellement d'ego, bah, font que de l'outsourcing et sont uniquement dans le diriger des gens et leur dire quoi faire vraiment à la ligne près, sans laisser absolument aucune liberté. Enfin bon, Bah, en on va fait, pas. il me donne l'impression d'être dans un autre monde parallèle où ils sont peut-être un espèce de d'anti-héros où les Ouais. gens genre autour d'eux, c'est un peu des outils ou des objets ou des nombres ou des chiffres ou ce Ouais, genre de choses. Et derrière, en fait, eux, ce qu'ils ont dans les yeux, c'est un capteur qui fait soit vert, soit rouge. Tu vois? Ah, les nombres ils sont bons, ah, c'est vert. Ah, les nombres ils sont pas bons, ah, Mm. c'est rouge. Et j'ai un collègue avec qui je travaille, il m'a expliqué la blague du Watermelon Project, qui est une blague apparemment allemande, où en gros, si on parle de Watermelon Project ou Watermelon Description ou Watermelon whatever, en gros, tu mets Watermelon et ce que tu veux. En fait, c'est Ouais. juste parce que forcément le Watermelon en dehors est vert, mais si tu le coupes, c'est tout rouge. Donc c'est un peu ça le concept, tu vois. C'est oh, on a Ouais. atteint tous nos objectifs, mais tu dis pas le fait est que derrière tu les as réduits au moins 3 fois dans l'année. C'est un peu ce concept-là. Je vois totalement. Ouais. Il s'applique à plein de cas et même en dehors de la tech. Mais bon, on va pas, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Ouais. Ouais, écoute, tu sais, en tout cas, je te remercie. Ça va faire 1 heure. Je pense qu'on est pas trop mal. On se revoit Mhm. bientôt. Je pense qu'il y a des sujets qui peuvent être super intéressants. Et écoute, eh ben, je te remercie. Je te remercie encore une fois. Je sais pas si je te laisse le dernier mot. Si tu veux dire quelques mots pour conclure cet épisode. C'est quoi, c'est le moment où je remercie mes parents? Exactement. Oh, ouais, j'aurais juste tendance à dire, j'invite un maximum de gens à essayer de se mettre un peu dans le middleware et de voir un peu à quoi ça ressemble, même si Ouais. je pense que c'est extrêmement compliqué de s'y mettre au début. C'est un peu, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de faire une comparaison de choses que je connais pas, mais j'aurais tendance à dire que le Go, je pense que ça a été nommé le jeu de board un des plus compliqués parce que c'est celui qui a le moins de règles qui existent. Et en fait, le middleware, c'est un peu la même chose. C'est, t'as pas beaucoup de règles et tu peux tout faire, mais est-ce que tu penses que tu prends réellement la bonne décision à chaque fois? Voilà, ça serait mon dernier mot. Eh ben, écoute, je trouve ça parfait comme dernier mot. Bah, écoute, je te remercie et n'hésite pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Bah, écoute, on se retrouve bientôt tout le monde et bah, écoute, à très vite, Youssef. Ouais, à très vite, bye bye. Bye.